Alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Soyez les bienvenus sur cet épisode du podcast Facto, le podcast dédié à la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Au moins 2 fois dans le mois, le dimanche ou le mercredi, on vous fera découvrir les outils qui vous aideront à démêler le vrai du faux lorsque vous douterez d'une info. Je m'appelle Cynthia Cabral, votre présentatrice et journaliste fact-checkeuse, et tout au long de l'émission, je vais discuter avec des experts sur la désinformation en Afrique et donner des exemples concrets d'affirmations trompeuses et parfois fausses qui ont été vérifiées. Pour ce 7e épisode, on va faire un focus sur les initiatives de fact-checking en Afrique de l'Ouest pour en connaître les acteurs et leurs défis. Pour ça, dans l'épisode de cette semaine, on parlera à 2 experts. Tout d'abord, je vous présente Yacouba Dramé. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Cynthia. Alors, basé au Mali, Yacouba Dramé est journaliste fact-checker ayant collaboré avec plusieurs organisations de fact-checking au Mali et en Afrique, telles que Bemberi Verif ou encore Africa Check. Son slogan préféré, « Seul le dialogue peut sauver le monde de ces mots ». Et comme on parlera des initiatives de fact-checking en Afrique de l'Ouest, Yacouba nous montrera que le dialogue de ce soir pourra lui aussi sauver le monde de la désinformation, un des plus grands mots que connaît le monde à notre ère. Je vous présente maintenant notre autre invité de ce soir, Sagaïdou Bilal. Bonsoir Sagaïdou. Oui, bonsoir Cynthia. Sagaïdou Bilal est rédacteur en chef, central adjoint et responsable fact-checking chez Tama Media, un média en ligne indépendant animé par un collectif de journalistes locaux, africains et de la diaspora. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Rappelez-vous, chers auditeurs, qu'en fin d'épisode, vous retrouverez toujours une astuce de la semaine qui vous aidera à éviter les pièges de la désinformation. Mais tout d'abord, j'ai quelques questions pour nos invités. Alors, Yacouba, est-ce que tu pourrais nous présenter les principales organisations de fact-checking en Afrique de l'Ouest et les missions spécifiques qu'elles poursuivent? Ok, merci beaucoup Cynthia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Sagaïdou. Pour aller directement dans le vif du sujet, il faut reconnaître que depuis un certain temps, il y a beaucoup d'initiatives de fact-checking en Afrique de l'Ouest. Mais généralement, quand on veut faire l'historique, on peut dire que pratiquement ces organisations de fact-checking sont des organisations anglophones au départ, mais qui au fil du temps aussi ont eu des desks francophones. On peut parler des 3 plus grandes initiatives quand même de fact-checking en Afrique de l'Ouest. La première initiative, ça c'est Africa Check, qui est depuis 2015 avec la rédaction francophone basée à Dakar en train de lutter contre les fausses informations en Afrique de l'Ouest. Après Africa Check, il y a l'initiative de Code for Africa aussi, qu'on appelle PESA Check. PESA Check en 2016 est aussi présent en Afrique de l'Ouest dans le cadre de la lutte contre la désinformation. Et aussi, on a Dubawa qui est basé au Ghana, qui aussi, surtout, c'est plus vers les pays anglophones qui luttent contre les fausses informations en Afrique de l'Est. À côté de ces 3 grandes initiatives de vérification des faits, on peut citer certaines initiatives locales, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso ou encore en Guinée. Au Mali, on a le Jalon, l'initiative Mali Check. On a aussi Bemberi Verif. Et aussi, on a d'autres organisations comme Assoblog qui réunit les blogueurs maliens. On a aussi la plateforme La Voix de Mopti à travers son initiative locale qu'on appelle Mopti Check. En Guinée, on a Guinée Check. Mais il faut reconnaître que ces organisations de vérification se réunissent autour d'une plateforme qui est en train de réunir maintenant les organisations de fact-checking francophones. Cette plateforme est dénommée la PAF, en quelque sorte. Les initiatives que je viens de citer, ils font partie de cette plateforme africaine des fact-checkers francophones. Il y a Faso Check, qui a été créé en 2018. Il y a Baduna au Bénin, aussi créé en 2018. Il y a Togo Check, Bemberi Verif en 2009 et Ivoire Check en 2020. Voici en quelque sorte les initiatives de lutte contre les fausses informations en Afrique de l'Ouest. Comme je l'ai dit, c'est des initiatives francophones, mais aussi des initiatives anglophones. Donc, ces organisations de vérification des faits ont comme credo la lutte contre la désinformation qui circule généralement sur les plateformes des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, X, sur LinkedIn, ou bien encore sur YouTube, ou encore maintenant les fausses informations qu'on voit en train de circuler sur TikTok et sur WhatsApp. Donc, ces organisations de vérification sont composées de fact-checkers, souvent on les appelle des fact-checkers ou des chercheurs. Et chacun à son niveau a un
comité éditorial avec des spécificités pour débunker les fausses informations qui circulent en ligne et au-delà. Très bien. Et comment est-ce que, par exemple, l'équipe, notamment à Mon Petit Check, est-ce qu'elle effectue le processus de vérification des faits? Donc, quels sont les outils et les méthodes que tu utilises pour garantir la fiabilité de l'information en tant que fact-checker? Ok, merci beaucoup, Smithia. Comme je l'ai dit, au niveau de chaque rédaction de vérification des faits, il y a des spécificités par rapport au comité éditorial qui existe. Il y a des points où les organisations sont principalement quand vous prenez le cas de Mon Petit Check. Le processus en général, c'est les fact-checkers qui font un pitch au niveau de la rédaction. Il y a des critères de validation des sujets. Parmi ces critères, il y a la viralité de la fausse information, il y a l'intérêt du public par rapport à la fausse information. Il y a aussi surtout la nuisance de cette fausse information, la nuisance que cette fausse information peut avoir sur la communauté. Donc après la validation du sujet, les fact-checkers se mettent à faire la recherche. Généralement, c'est les photos et les vidéos qui circulent, qui sont manipulées ou décontextualisées. Donc, dans ce cadre-là, il y a la recherche inversée d'images qui est effectuée par ces fact-checkers-là aussi. Mais souvent, il y a des fausses informations qui font en sorte que les fact-checkers doivent aller chercher des sources qu'on appelle généralement les sources primaires, qui peuvent être des informations venant du gouvernement ou bien des institutions spécialisées ou encore des experts. Donc, c'est à l'issue de ça qu'il y aura un verdict. Après la rédaction de l'article, on met en ligne sur le site et sur les différentes plateformes. D'accord, très bien. Donc il y a un long processus quand même. Et puis dans tout ça, il faut encore ajouter, le temps de vérification, la multiplication des sources, leur réponse également parce que tout ne dépend pas du fact-checker aussi, ça dépend aussi des sources qu'on a donc c'est un gros travail. Et pour toi, Sagaïdou, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ils jouent un rôle dans le travail de vérification? Donc Yacouba tout à l'heure, il parlait, du fait que les fact-checkers, ils vérifient surtout les informations qui sont hautement partagées, notamment sur, LinkedIn, enfin Instagram, X, WhatsApp ou Facebook. Et généralement, en tant que fact-checker, comment est-ce que tu gères la circulation rapide des fausses informations sur ces plateformes-là? Dans l'épisode précédent, on avait évoqué la notion de prix bank. Donc, d'abord, il faut savoir qu'à notre niveau, il y a une veille qu'on assure. Donc, une fois que cette veille, on tombe sur des sujets susceptibles des publications susceptibles d'être infondées après analyse selon la ligne éditoriale, parce que il y a le principal sujet qu'on traite au niveau de la rubrique. Le vérificateur, c'est surtout les sujets de sécurité politique et notamment santé. Donc, si ça rentre dans ces cadres-là, là, on pourrait directement travailler là-dessus. Mais en ce qui concerne les réseaux sociaux dans le travail de vérification, pour moi, c'est très important. À la fois dans la recherche des fausses informations, d'abord, le suivi et l'analyse des publications susceptibles d'être infondées. Pour moi, c'est très important à ces niveaux et dans la vérification même en termes de recherche de preuves pour valider ou invalider une affirmation. Là aussi, les réseaux sociaux pourraient être surtout Facebook et X pourraient être des outils assez efficaces. Je prends juste un exemple, par exemple, l'exemple d'une vidéo, par exemple, qui est décontextualisée. À partir de recherches, soit les recherches inversées d'images ou recherches par mots-clés au niveau du réseau social Facebook ou Twitter, si le contenu existe sur ces réseaux sociaux, on pourrait directement le retrouver et là, ça peut faciliter le travail. Très bien, merci beaucoup, pour, cette explication-là sur comment
en tant que fact-checker, tu gères justement cette circulation rapide parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, quoi. Donc parfois, c'est assez compliqué de pouvoir tout gérer. Et Yacouba, pour toi, dans un contexte de défiance du public vis-à-vis des médias, quelles sont les réactions des lecteurs après avoir lu tes travaux de fact-checking ou alors ceux de tes collègues? Et est-ce qu'ils sont conscients que ces travaux-là contribuent à la réduction de la désinformation dans la région? Merci beaucoup, Cynthia. Par rapport à ce bilan, je dirais c'est cette appréciation, c'est à deux niveaux. Si on peut faire ce partage, dans un premier temps, il y a ceux qui encouragent, il y a ceux qui trouvent le travail utile, qui sont là souvent à être des partenaires, dans ce sens où s'ils voient des fausses informations qui circulent, ils nous alertent, ou bien souvent même ils nous demandent de l'aide pour voir la véracité d'une information. Et ils encouragent, ils nous félicitent et ils comprennent très bien le travail. Mais il y a aussi un deuxième côté, qui se trouve être du côté de ceux qui sont des relais ou bien des diffuseurs de fausses informations. Et ces derniers n'aiment pas du tout le travail de vérification que nous faisons. Et puis, ils sont dans le dénigrement. Souvent, ils nous empêchent pas directement de faire notre travail, mais souvent, c'est eux qui sont dans la dénonciation permanente des organisations de vérification pour les étiqueter, soit disant qu'ils sont partisans d'un tel ou bien ils sont contre un tel. Et souvent, vous trouvez que dans les résultats de nos vérifications, si ça concerne un côté, ils vont prendre le travail, brandir pour dénigrer l'autre côté. Mais si il se trouve que c'est eux-mêmes qui ont fait la désinformation et qu'on a vérifié, souvent ils peuvent prendre ça du mauvais côté, quoi. Mais par rapport à l'appréciation des collègues journalistes, je le dirais, dans un premier temps, on n'arrivait pas à comprendre ce travail de vérification qui, en des fois aussi, permet de vérifier des collègues journalistes qui ont fait des articles qui ne sont pas bien sourcés ou bien qui ont fait des affirmations factuellement parlant vérifiables et puis avec des preuves à l'appui. Ça aussi, pour un premier départ, on prenait ça très mal, soit disant que on essaie d'être des justiciers pour les journalistes, mais au fil du temps, les gens commencent à comprendre toutes ces initiatives de vérification des faits. Et dans ce qu'on appelle la presse classique, on voit de plus en plus que les articles de vérification sont repris. C'est un bon point. Je pense que les gens perdent de plus en plus de confiance vis-à-vis des médias. Les médias classiques, comme tu l'as si bien dit, bah, ils essayent de reconstruire cette relation-là avec ce public justement qui perd confiance et donc en partageant le travail des fact-checkers, je pense que c'est déjà un gros pas et toujours avec Yacouba, pour toi, quels sont les défis majeurs que tu rencontres, notamment en termes de ressources, de logistique ou d'interprétation des croyances culturelles locales? Donc là, tout à l'heure, tu m'avais parlé qu'il y a 2 niveaux en fait, il y a 2 réactions. Il y a ceux qui encouragent, mais il y a aussi ceux qui dénigrent. J'imagine qu'au niveau de l'interprétation des croyances, culturelles locales, des fois, ça peut être aussi une source de dénigrement, enfin, je sais pas. Bon, par rapport aux croyances locales, je sais pas qu'est-ce que la question renvoie spécifiquement, mais par rapport aux défis dans sa généralité, je peux parler des défis que les organisations de fact-checking ou les fact-checkers dans le cadre de leur travail rencontrent. Mais le lien avec les croyances, je sais pas ce que vous voulez dire Eh concrètement. bien, il y a un numéro sur lequel on avait parlé justement sur les mythes et l'influence de ces mythes-là sur, la désinformation. Parce que ces mythes étaient basés sur des légendes qui étaient racontées de génération en génération, dans certaines cultures africaines et qu'elles aussi pouvaient, empêcher parfois à ceux qui pratiquaient cette culture de comprendre les articles de vérification et donc ça peut être aussi un frein, à la lutte contre la désinformation. D'accord, je vois. Mais par rapport à ces défis, moi, de mon expérience personnelle, bon, je peux le dire, ces croyances ne sont pas dans le cadre de nos travaux ici en Afrique de l'Ouest, généralement, dans nos fact-checks, c'est qu'on essaie de débunker chaque jour, on n'a pas forcément à parler de ces croyances-là ou bien à mettre ces croyances-là en doute, mais nous nous sommes plus concentrés sur les fausses informations du moment qui circulent. Mais souvent, il peut y avoir de ces croyances-là en matière de santé ou autre là, où il y a des affirmations qui sont vérifiables, on peut vérifier et de ces résultats-là, on peut partager avec nos followers, nos abonnés, nos lecteurs.
Mais concrètement, par rapport aux défis, je dirais, nous, on est confrontés à d'autres défis qui peuvent être d'ordre des ressources humaines, en ce sens où quand vous prenez les rédactions de vérification des faits, il y a ce problème de vérificateurs qui se posent souvent dans les rédactions, ils ne sont pas nombreux. Donc, on peut qualifier de défi de ressources humaines ou aussi il peut y avoir de défi de financement. On sait que la vérification des faits, c'est un travail minutieux, ce n'est pas facile. Donc, souvent, pour avoir de contenu, il faut du financement. Il y a aussi l'accès aux sources primaires et l'accès aux experts locaux. Souvent, dans nos travaux, on fait appel à des experts des institutions spécialisées, surtout les agences onusiennes. Mais quand tu veux faire parler des experts au niveau local, c'est extrêmement difficile d'accéder à ces experts. Et enfin, je peux dire qu'il y a aussi les défis par rapport à l'audience de nos productions. Souvent, les fausses informations sont sponsorisées même et que ça passe parce que avec les algorithmes ici au Mali, il y a l'utilisation des langues locales, surtout en Bamanankan ou en Fulani, en Pul. Donc, il y a des contenus qui sont sponsorisés, qui ont beaucoup d'audience. Et quand vous faites la vérification, il y a un problème avec l'audience qui va sur la désinformation. Très bien. Et justement, en parlant de ces défis-là, est-ce que tu ressens que, en tant que fact-checker, vous recevez du soutien de la part des gouvernements ou d'organisations internationales et même de la part des médias locaux? Oui, en termes de soutien, bon, quand on va parler de soutien gouvernemental, moi en tant que fact-checker, ce soutien gouvernemental, je peux dire que je m'en méfie. Je n'ai pas besoin beaucoup, mais juste j'ai besoin du cadre légal. Et les organisations de fact-checking travaillent dans un cadre légal. Il faut une autorisation au préalable pour la création de ces organisations-là. Sur ce point-là, on peut dire que les États ne nous compliquent pas assez la tâche pour pouvoir faire ces créations d'initiatives. Mais à part ça, on n'a pas de soutien financier de l'État, du gouvernement. Mais dans la pratique, souvent, si nos articles concernent des fausses informations qui ont circulé surtout au Mali, dans le cas du Mali, il y a des personnalités qui font l'objet de fausses informations. Ça peut être le président de la transition, ça peut être le premier ministre de la transition. Donc, si on vérifie ces genres de fausses informations, on voit que les partisans de ces autorités-là partagent et puis ils sont contents de cela. Mais souvent, si c'est eux qui sont auteurs de la fausse information, ça aussi, on travaille là-dessus, on debunk et on voit que souvent, ils nous taxent d'être pro d'un tel ou tel parce qu'on a vérifié ces fausses informations. Mais nous, les gens qui nous aident beaucoup, c'est les organisations internationales. C'est si pratiquement toutes les organisations de fact-checking en Afrique de l'Ouest travaillent en collaboration et ont des financements de ces organisations internationales qui assurent beaucoup plus l'indépendance de ces organisations de fact-checking. Bon, la collaboration avec les médias locaux, comme je l'ai dit, maintenant les journalistes localement ont beaucoup compris l'utilité de ce travail-là. Donc, il y a une collaboration qui se fait entre les organisations de vérification des faits, avec les radios locales, aussi avec la presse classique, la presse écrite qui peut faire souvent des reprises d'articles. Donc, il y a cette collaboration qui permet d'avoir plus d'audience, qui permet d'avoir plus de compréhension au niveau des consommateurs de ces informations. Donc, surtout avec la collaboration avec les radios locales, dans le cadre de l'initiative qui finance même ces projets. On a des partenariats avec des radios locales qui font la reprise des contenus publiés dans le cadre de ce projet. Donc, ça permet d'avoir plus de personnes et d'avoir des personnes qui ne sont pas forcément capables de lire nos articles de fact-check, mais qui, en écoutant la radio avec la reprise dans les langues locales, ça peut faire des impacts. Ouais, ça, c'est super important parce que faut pas juste, penser à écrire et se dire: «Ah bah, tout le monde, aura accès à cette information». Je pense que la radio aussi, c'est une des meilleures façons aussi de transmettre, une information justement et c'est incroyable, quoi. Je sais pas s'il y en a, mais une collaboration entre les organisations de fact-checking en Afrique de l'Ouest aussi pourrait aider à, avoir plus de soutien, peut-être, de médias justement, pas seulement internationaux, mais au niveau continental, parce que c'est aussi important, quoi. Est-ce que tu ressens une collaboration entre les organisations de fact-checking? Pas forcément avec les médias, mais les organisations de fact-checking? Oui, on a cette collaboration des organisations de fact-checking et cette collaboration,
c'est une très bonne idée parce que dès le départ, les organisations de fact-checking, ils peuvent pas aller loin, mais s'ils arrivent à se coaliser, ils arrivent à s'entendre, à s'entraider, ils peuvent faire beaucoup plus d'impact parce que ce n'est pas un travail en quelque sorte de concurrence, mais c'est un travail de complémentarité et pour avoir un même objectif. C'est ce qui pousse généralement les organisations de vérification des faits à travailler ensemble. Et j'ai parlé de la plateforme qui réunit les fact-checkers francophones. On peut parler aussi des initiatives que CEFI a mis en place ou que l'Organisation internationale de la francophonie a mis en place ou bien même l'initiative de sommets qu'on organise chaque année des fact-checkers africains se réunissent dans un pays donné pour parler des défis et pour parler aussi des contraintes et voir comment on peut voir l'avenir de la vérification des faits en Afrique. Localement aussi, au Mali précisément, il y a des organisations de vérification des faits qui travaillent ensemble à travers les reprises de contenu ou bien à travers la rédaction de projets communs pour chercher des financements en vue d'exécuter. Très bien. Et pour toi, Sagaïdou, quelles sont les stratégies mises en place pour sensibiliser davantage le public au danger de la désinformation, surtout lorsque la désinformation touche des croyances profondes? Oui, et sur la question, je crois, Yacoub a été très complet là-dessus. D'abord, au départ, on misait beaucoup sur les textes, sur la rédaction. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'une part de la population est laissée pour compte. Du coup, ces derniers temps, pratiquement, on a l'adaptation ou la création de contenu audiovisuel à partir des textes déjà produits. Il y a ces initiatives comme par exemple ces podcasts par exemple. Donc pour moi, l'une des stratégies, c'est d'abord la collaboration entre les organismes de fact-checking eux-mêmes, mais aussi entre les organismes de fact-checking et les autres médias. Il y a aussi un travail peut-être offline qu'il faudrait beaucoup intensifier, et qui est la sensibilisation. C'est-à-dire il faudrait pas rester coincé tout le temps entre les quatre murs de bureau, et chacun à son niveau est un acteur et puis pourrait contribuer à cette sensibilisation, le forum Toutou. Donc, ça aussi, c'est l'une des stratégies qui pourrait efficacement fonctionner. Bon, ces derniers temps, on constate que de plus en plus, les mentalités commencent à évoluer, je dirais pas changer, à évoluer, et qui commencent à comprendre l'utilité même du travail de fact-checking. Yacouba l'avait souligné au départ tantôt. Au départ, le travail de fact-checking était vu comme si on faisait un procès, quoi. On avait des agendas cachés ou non inavoués. Donc, au fur et à mesure, on comprend qu'on est juste là pour rétablir le fait. Et voilà. Donc, ça aussi, il faudrait intensifier les campagnes. Quand je dis les campagnes, ça pourrait être en offline, ça peut être online, le deux aussi, ça serait mieux de le combiner. Donc, ça aussi, c'est une stratégie qui pourrait effectivement marcher. Maintenant, bon, en ce qui concerne les croyances, ça serait, dans certains cas, ça pourrait être assez compliqué. Il y a aussi les disparités socio-économiques qui pourraient contribuer également à expliquer ces phénomènes. Il y a des gens qui ont des idées arrêtées et qu'il est difficile de les convaincre même avec des preuves. Et moi, par exemple, il m'est arrivé dans de papiers de vérification publiés dans d'autres médias, par exemple à Bembéré, que des gens viennent en commentaire s'attaquer à ma personne. Bon, ça aussi, ça fait partie du travail, comme le travail globalement du journaliste. Donc, juste parce que ça rentre pas dans leur ligne de mire, et puis voilà, c'est peu qu'ils soutiennent le gouvernement ou la religion ou quelque chose comme ça, et puis voilà.
Donc, il faudrait intensifier les campagnes, les initiatives. Et aujourd'hui, en termes d'initiatives, il y en a beaucoup, même les organisations, les ONG ou locales, ainsi que au niveau de la société civile, on s'implique beaucoup. Et ça, c'est une perspective qu'il faut encore développer davantage et qui pourrait très bien marcher. Oui, c'est une très bonne idée. Et j'aimerais juste donner un petit exemple d'initiative dont j'ai été au courant cette semaine. C'est deux jeunes journalistes fact-checkers ici en France qui vont faire le tour en camionnette pour parler de la vérification de l'information. Et donc, ils vont faire un tour en Île-de-France, donc la région parisienne. Et chaque jour, pendant un mois, ils vont rencontrer des personnes qui s'intéressent au journalisme ou qui seraient tout simplement curieuses pour parler justement du fact-checking. Mais je pense que cette collaboration-là permettra donc dans ce mois-ci, le mois de novembre, de sensibiliser plusieurs personnes et surtout les jeunes à la désinformation. Et en plus de faire ce tour-là en camionnette, ils vont aussi donner des cours sur la désinformation dans des classes de collège, mais aussi de lycée. Le fait de toucher directement la jeunesse aussi, ça pourra aussi avoir un grand impact parce que c'est eux aussi qui sont plus présents sur les réseaux sociaux ou qui manipulent encore mieux, quoi. Alors, Yacouba, selon toi, quels défis futurs le fact-checking en Afrique de l'Ouest devra-t-il relever et quelles innovations pourraient renforcer son impact? Ok, merci beaucoup, Smithia. Par rapport aux défis, tout de suite, ce que je peux dire en ce sens où je pense dans les jours à venir, étant donné que les organisations de fact-checking en Afrique de l'Ouest, comme je l'ai dit, surtout certains, ne sont pas beaucoup outillés ou sinon n'ont pas les moyens d'acheter certains outils de travail. Ce qui fait aussi on a un public réceptif à des photos générées et des deepfakes. Ça sera extrêmement difficile de débunker dans les jours et années à venir ces fausses informations. Donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle est un grand défi pour les fact-checkers. Aussi, il y a la barrière de la langue. Souvent, pratiquement toutes nos productions sont soit en anglais ou en français en Afrique de l'Ouest. Ce sont des écrits. On est en train d'aller vers des formats audio, vers des formats vidéo, mais dans la généralité, les fact-checks sont produits en français ou en anglais avec des articles. Donc, on a souvent aussi des publics qui ne sont pas forcément capables de lire ces articles-là. Donc, cette barrière de langue aussi, avec le changement des formats, peuvent avoir des réponses, mais quand même, ça reste un défi. Merci beaucoup, Yacoba. En tout cas, c'est vrai que les défis de l'intelligence artificielle, la langue, c'est vraiment des gros défis à relever parce que déjà en Afrique, il y a plus de 2000 langues et si on compte les pays francophones en Afrique, eh bien, chaque pays a un certain nombre d'ethnies, de dialectes, des cultures différentes et donc devoir adapter tout ce contenu-là de vérification à chaque communauté concernée, eh bien, c'est un grand défi. Mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible avec l'IA peut être un défi à relever, mais ça peut être aussi un grand outil s'il est utilisé de bonne façon et s'il est aussi construit avec des Africains aussi. Et je continue avec toi, Yacouba. Pour toi, quels sont les principaux défis et différences rencontrés par les organisations de fact-checking francophones en Afrique de l'Ouest pour obtenir la certification IFCN comparativement à leurs homologues anglophones dans la même région? Ok, merci beaucoup. Cynthia, ça c'est une très bonne question. En la matière, en fait, la certification IFCN pour les fact-checkers, c'est pour nous musulmans aller à la Mecque. En fait, c'est une reconnaissance pour le travail, la qualité du travail. C'est aussi en tant que fact-checker, quand vous faites ce travail-là, il faut forcément embraser les codes de principe de ces réseaux mondiaux qui réunissent les fact-checkers. Donc, on a un défi en Afrique de l'Ouest en général, mais surtout aussi en particulier avec les organisations de vérification des faits francophones. Parce qu'il faut les reconnaître, les organisations de vérification des faits qui ont cette certification. Si je peux prendre l'exemple de Africa Check ou bien
de PESA Tchèque, de Code for Africa ou même de l'AFP. On voit que ces organisations ont la certification généralement du fait même des desks anglophones que des desks francophones parce que les rédactions francophones qui n'ont pas de desk anglophone, on voit en Afrique centrale, il y a Congo Tchèque qui a la certification, mais tout dernièrement, on a une organisation membre de la plateforme des fact-checkers francophones qui vient d'être certifié, d'où la difficulté pour ces multiples organisations de vérification en Afrique de l'Est que j'ai eu à citer qui n'ont pas de certification. Au Mali, on n'a pas une organisation certifiée, alors que cette certification ouvre des portes en matière de partenariat, mais aussi en matière de qualité. Donc, pour relever ces défis, moi, je l'ai toujours dit, c'est la qualité. Il faut que les fact-checkers francophones puissent un peu rehausser le niveau de la qualité des productions pour aller vers cette certification. Je pense que la barrière de langue par rapport à la certification n'est plus d'actualité en ce sens. Il y a eu beaucoup de travail et par des experts francophones. Ici, je vais remercier que ce soit Canal France International, CFI ou bien Laurent Bigot par rapport à ça. Il n'y a pas de barrière de langue, mais il faut que les organisations francophones de vérification des faits puissent relever le niveau des productions pour aller vers cette certification. C'est vrai. Et Sagaïdou, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, et Yacouba a encore une fois été très complet là-dessus. Et d'abord, la qualité de production, et ça compte beaucoup. Et si on essaie de comparer les deux tendances, la tendance anglo-saxonne et la tendance francophone, en matière de vérification de faits ou en matière de journalisme d'investigation, on sait que là-bas, la barrière est encore assez haute, alors que ici, je dirais pas que c'est encore au niveau bas, mais il y a des choses à revoir. Il y a cet aspect, mais l'aspect que je voudrais surtout rajouter, c'est la question de transparence. La question de transparence, ça compte beaucoup, non seulement vis-à-vis du public, mais aussi dans les démarches pour obtenir la certification IFSN. Chez nous, dans certains organismes, on travaille très généralement avec, comme Yacouba l'avait souligné tantôt, on travaille très généralement avec des organisations, que ce soit des organisations locales ou internationales, mais non gouvernementales. Et dans le travail de fact-checking, c'est qui assure une certaine indépendance, mais souvent dans ces organismes, par exemple, quand vous prenez sur le site, vous n'avez pas dans les à propos, par exemple, vous n'avez pas une idée du financement que reçoit le média. Dans l'année aussi, on n'a pas un compte à faire. Donc, rien n'est quasiment publié à ce niveau. Ça, ce sont des aspects que je pense dans les temps, il faudrait pour nous, organismes de vérification en Afrique francophone, qu'on essaye de revoir et ça pourrait contribuer également avec surtout l'exigence, la qualité des contenus produits. Ça pourrait contribuer à avoir le maximum possible d'organismes certifiés au niveau IFCN. Mais déjà, au niveau de la production, qu'on soit certifié IFCN ou pas, les principes demeurent les mêmes. Quand vous prenez un article de vérification, que ce soit dans un média francophone ou anglophone, il y a un certain nombre de critères qu'on cherche à faire valoir et quand ces critères n'apparaissent pas dans le papier, on considère que le papier est insuffisant, donc qu'il y a des choses à revoir. Et malheureusement, dans le travaux ces derniers temps, Yacouba souvent, lui et moi, on en parle. Et souvent, on constate des contenus. Souvent, nous-mêmes, on se demande qu'est-ce qu'on a vérifié parce que le preuve disponible présenté ne contribue
pas forcément à rétablir le fait dans leurs exactitudes. Voilà ce que je voudrais rajouter. C'est ce que Yacouba vient d'évoquer. Merci beaucoup, Sagaïdou. En tout cas, encore merci à vous deux, nos journalistes fact-checkers, Yacouba Dramé et Sagaïdou Bilal, pour cet échange. Vous pouvez suivre Yacouba et Sagaïdou sur leurs réseaux sociaux pour être au courant de leur travail en tant que fact-checker dans leurs médias respectifs. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce numéro de Facto. Vous pourrez retrouver individuellement chaque épisode sur Spotify, YouTube et bien sûr, vous pourrez réécouter cet épisode sur X. On vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux et surtout, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker afin de lutter contre les fake news. On se retrouve dans 3 jours, le mercredi 6 novembre à la même heure, pour parler du rôle de l'éducation dans la lutte contre les fake news. À mercredi. Merci beaucoup Yacouba. Merci Sagaïdou. Merci beaucoup Cynthia. À la prochaine. Merci à tout le monde. Facto, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Ce podcast est une production de Tama Media, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, dans le cadre d'un consortium avec La Voix de Mopti et Setanal Media.